Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, il y a le club des 5, le clan des 7. Voici la bande des 4 orphelins décidés à sauver la planète et à sauver eux-mêmes. Voyage aujourd'hui dans l'univers de Corba avec Rémi Faure, auteur d'une captivante série de romans d'anticipation. Il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est l'ouverture de la nouvelle maison impressionniste Claude Monet à Argenteuil. Vous y réviserez l'histoire et les arts plastiques et Maguessel sera dans le rôle du guide. Comment ça va, comme on lundi? Grâce à Emma, toujours, vous le direz sur un autre ton tout à l'heure, ce sera à notre heure de la récré. Et puis enfin, un rendez-vous avec le cours particulier de Marie-Olivier. Elle va une fois de plus vous faire voyager, cette fois à la rencontre de jeunes reporters dans des bidonvilles indiens. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Évidemment, c'est une fiction apocalyptique, mais avec l'accélération des effets du réchauffement climatique, les fictions ont une méchante tendance à ressembler au réel en ce moment. Soit donc Corba, une mer menacée d'étouffer, mer MER, comme un océan, menacée d'étouffer sous une pollution abominable. Elle donne son titre à la tétralogie de Rémi Faure. Rémi Faure, bonjour. Bonjour. Tétralogie, ça veut dire 4, comme Absolument. chez Wagner. Là, il y en a 3 de publiés, et le 3e vient de sortir en librairie. Il est intitulé La guerre de l'eau, des romans pour enfants et ados. À partir de quel âge? Je me suis dit 10 ans par là. À partir de 9 ans. Ouais, c'est ça. 9 ans bon lecteur. 9 ans bon lecteur ou 7 ans en lecture accompagnée. Exactement. Sans limite d'âge supérieur, ça, Surtout je pas. le dis aussi. Corba, une mer, on va tracer le paysage. C'est compliqué de résumer, hein, parce que vous avez vraiment inventé un univers dont on voit d'ailleurs, au début, il y a la carte pour qu'on puisse se situer. On est dans une époque, on est dans le futur, ou pas d'ailleurs. En fait, au fond, on est dans un temps qui n'est pas nommé. Qui n'est pas nommé, mais qui ressemble quelque part un petit peu hélas, à l'époque actuelle. Voilà, parce que Corba, cette mer, elle est en train de mourir. De crever, Le merveilleux est rare à Corba, et le merveilleux est donc précieux, mais le merveilleux s'éteint. Donc il est temps d'agir. 4 orphelins. 4 orphelins qui vivent sur une île déserte, un petit îlot dans la mer de Corba, dans un vieux phare abandonné, et qui... L'île de Miette. L'île de Miette, exactement, Voilà, qui est plate et confetti, comme une miette, absolument. Ouais. Et qui vont devoir, hélas pour eux, heureusement pour les lecteurs, partir à l'aventure, quitter leur île et croiser la route de puissances, de projets qui les dépassent. La route d'un homme, un magicien, le mage, qui règne sur la mer, puis du seigneur de la côte, le seigneur Narjam qui règne sur la côte. Et enfin, d'une femme qui est en fait la chef, entre guillemets, la guide. La guide. Et qui a un projet, elle, très important, plus personnel qu'il n'y paraît. Qui n'a pas l'air très agréable, je vous le dis entre nous, mais regardez-moi. C'est peut-être plus compliqué que ça à la fin. On n'a pas le droit de le dire, parce que c'est 4 volumes. Mais on le pressent un petit peu. Sur la fin du 3e, on se dit quand même, elle aurait pu zigouiller les 4... enfant qui contrarie ses projets. Absolument. Et elle ne le fait pas, ou en tout cas pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite, absolument. Le tome 3, il y a plein de choses, moi, je trouve extrêmement touchantes et intéressantes pour les enfants, les ados dans votre livre. Le tome 3 s'ouvre sur un cauchemar. Tout ce qui est onirique, les rêves, c'est omniprésent dans votre écriture. Oui, parce que je pense que c'est quelque chose qui est à la fois magique et à la fois qui parle à tout le monde. On rêve enfant, mais on rêve adulte. On fait des cauchemars enfants et adultes. Dans le tome 1, il y a une île, l'île du mage, justement, où les cauchemars prennent vie. C'est-à-dire que... les rêves prennent vie d'une façon plus générale, mais comme on est sur l'île du mage et qu'on a peur, en général, sur cette île, on fait des cauchemars. Et le lendemain, les cauchemars arrivent. Sauf peut-être pour l'un des personnages, Aden, qui est un peu différent, et qui, lui, n'a pas peur du mage. Donc lui, il rêve. Et donc son rêve va prendre vie le lendemain et va les aider. Aden, lui, écrivez-vous, était différent. Il voyait ce que les autres ne savaient pas voir. Il prenait le temps d'entendre ce que les autres n'écoutaient pas. Des 4, c'est un peu c'est le premier violon du quatuor, on va dire, pour oui, des métaphores musicales. C'est ça, absolument. Mais c'est un enfant qui Je viens de me brouiller avec des violoncelles et des altos, mais de folie, là. C'est pas grave. C'est un enfant qui est différent. C'est un enfant qui est fragile physiquement, qui se souvient plus d'où il vient. Il a tout oublié. Il a une langue acquise qu'il parle sans savoir pourquoi. Tout à fait, dont il ne comprend pas toujours le sens. Et petit à petit, il va comprendre d'où il vient, qu'il a été abandonné. Pourquoi? Par qui? Comme dans Harry Potter, il y a du Wingardium. Les vieux ça. Wingardium. Pardon, je me tourne vers Emma parce qu'elle parle de Harry Potter couramment. Sauf qu'alors là, j'ai essayé de comprendre. Je ne retrouve plus les extraits, mais il y a des incantations, etc. J'ai tout mis, j'ai mis les syllabes à l'envers, j'ai pas réussi. Oui, il sait parler aux animaux, il sait parler... et puis il ressent les choses très fortement. Moi, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, cet enfant-là, parce que c'est le héros et à la fois c'est l'anti-héros parfait. Et on va en parler tout à l'heure aussi de pourquoi vous avez choisi un héros qui ressemble à ça. Aden, je ne sais pas si c'est un rapport, mais c'est dérivé
terme celte Aiden qu'on peut traduire par petit feu. Vous aviez vu ça? Oui, alors non, bravo, merci, vous me l'avez. Non, je vous en prie, Wikipédia. Mais Aden, je trouve que c'est un prénom qui est à la fois doux et qui est à la fois promesse d'évasion. C'est Aden, c'est le début d'un voyage déjà. Voilà. Allez, on va voir à qui Aden pourrait faire référence. On va voir aussi pourquoi vous avez eu l'idée d'écrire ça. Parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit, mais dans le civil, vous avez une autre vie qui est une vie de directeur des programmes de flux de TF1. Ouais. Pas forcément une vie de romancier. Je m'occupe plus de Koh-Lanta habituellement que d'écrire, mais c'est un projet qui me tenait à cœur. Voilà, vous allez voir, l'univers de l'édition, c'est un peu un genre de Koh-Lanta à sa façon. Vous avez testé? J'ai appris à le découvrir. C'est ça. Koh-Lanta, c'est les vacances à côté, en fait. Passionnant, drôle, plein de rebondissements. Corba est l'objet idéal pour faire voyager les enfants très loin sans qu'ils aient à quitter leur chambre. C'est Jack Hugh qui le dit. Et on est bien d'accord ici à la quotidienne. Mais comment est né Corba? Réponse après l'anti-sèche d'Emma Guessel. L'anti-sèche, c'est la façon, vous le savez, dont l'actualité résonne dans les programmes. Emma, bonjour. Bonjour. Même si on s'est déjà parlé il y a quelques instants, mais ça c'était pour vos dons linguistiques. L'actualité, c'est la nouvelle maison impressionniste Claude Monet. Elle a ouvert ses portes il y a un peu plus d'une semaine, à côté de Paris, c'est à Argenteuil. Oui, on connaissait bien Giverny, où le peintre a vécu une grande partie de sa vie, où il est mort d'ailleurs. Il y a peint toute sa série de Nymphéas, une de ses œuvres les plus connues, mais on connaît moins bien son lien avec Argenteuil, alors qu'en fait le peintre y a vécu 4 ans avec sa famille, et c'est cette maison transformée en musée qu'on peut désormais visiter. Et alors, ça ressemble à Giverny ou c'est très différent? Alors, on va bien sûr, dans les deux cas, voir des œuvres de l'artiste, mais les deux lieux sont quand même bien différents. À Giverny, la maison, c'est comme figé dans le temps. On a le lit de Claude Monet, les chambres, la cuisine, tout est resté un petit peu comme du temps de Claude Monet. Là, pas du tout. Tous les meubles ont été chinés. Ça n'a absolument rien à voir avec la maison telle que l'a connue Claude Monet. Mais je la recommande à tous les parents qui auraient envie de faire découvrir Claude Monet à leurs enfants parce que cette maison musée a été pensée pour être fouillée. En fait, les tiroirs s'ouvrent, on peut toucher les objets, on peut ouvrir les placards. Il y a un écran tactile avec une animation pour les familles. C'est vraiment parfait pour les enfants qui ont envie de découvrir, de toucher, de sentir. Tout de suite, c'est concret. Ça permet aussi d'aborder le musée. Sympa, musée engageant, interactif. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a beaucoup peint dans cette maison à Argenteuil-Monet? Et oui, ça a été une période très féconde. Il y a peint 259 tableaux, donc en 4 ans. C'est pas mal. Un bon rythme. Voilà, ce qui me permet donc de faire le lien avec l'école, puisque l'impressionnisme, bien sûr, le courant dont fait partie Claude Monet, est bien sûr étudié par les élèves en cours d'art plastique dans un premier temps, et puis au lycée, en cours de français. Déjà, bien sûr, on montre aux élèves cette peinture de Monet qui a donné son nom à l'impressionnisme, impression, soleil, levant, que vous pouvez d'ailleurs voir encore aujourd'hui au musée Marmottan à Paris. Et on rappelle à cette occasion aux élèves que c'est un mouvement qui fit scandale. Mais oui, très mal accueilli par la critique au début. Quelle est donc cette peinture où l'objet représenté n'est pas du tout fidèle à la réalité, où la place principale est donnée à la lumière, la couleur, l'éphémère, avec cette technique très particulière de peindre par petites touches de peinture, ça plaisait pas du tout. Et pourtant, les œuvres de Monet sont aujourd'hui connues dans le monde entier, ainsi que celles des plus grands peintres impressionnistes, Renoir, Pissarro, Cézanne. À l'école, ceci étant, Monet, on ne l'étudie pas seulement en tant que peintre, en tant qu'impressionniste, ça raconte une époque. Ça raconte le 19e, on se souvient des tableaux de la gare Saint-Lazare, les trains, l'industrie, les ports, le port de Londres, etc. Tout à fait, comprendre une époque et le Paris de l'époque. Vous l'avez dit, Paris en pleine industrialisation. Vous l'avez dit, gare Saint-Lazare. 1877. Il avait d'ailleurs l'autorisation officielle de planter son chevalet à l'intérieur de la gare, à l'intérieur même de la gare. La gare Il avait réservé sur SNCF Connect un truc. Voilà, moi je crois que ça n'existait pas à l'époque. La gare, donc symbole de l'industrialisation, mais aussi symbole d'un Paris en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution. Pour étudier ça, on montre aux élèves aussi le pont de chemin de fer à Argenteuil, justement, ce qui nous permet de retourner à Argenteuil et de vous montrer ce tableau qui est présent dans un manuel de première en français, le déjeuner peint dans le jardin de cette maison-musée qu'on peut donc découvrir à Argenteuil. Donc, vous avez adoré, vous, en attendant? Ah, j'ai adoré. Ouais, j'adore Monet et j'ai adoré. Donc, allez voir. C'est gratuit pour les moins de 10 ans. Ah, bah, donc ça, c'est bien. Puis, c'est 5 € l'entrée et 3,50 € en tarif réduit. Formidable. Allez-y. Merci beaucoup pour cette anti-sèche. Emma, on se retrouve tout à l'heure pour la récré? Tout à fait. Le grand oral, Rémi Faure, Corba.
Rémi Faure, donc invité du Grand Oral pour la série de romans Corba, dont le 3e volume vient de sortir. C'est aux éditions des Arènes. Je ne sais pas si je l'ai signalé. Et je rappelle aussi qu'avant de se mettre à écrire, il avait un vrai métier, celui de directeur des programmes de flux du groupe TF1. Corba, vous l'avez d'abord inventé, cet univers, pour un de vos enfants. Et cet enfant, c'est Anton, qui, je crois, a 9 ans aujourd'hui. Il vient d'avoir 10 ans. 10 ans, pardon. Il vient d'avoir 10 ans. Il est absolument... En fait, Anton, c'est un enfant formidable, comme tous les enfants. C'est un enfant qui est né avec une petite maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Pierre-Robin. Petite ou moins petite, qu'on a voulu rendre petite. Et qui est né donc, avec ce petit souci et qui fait qu'il a passé beaucoup de temps à l'hôpital, Anton. Parce que c'est un syndrome, on appelle ça aussi la séquence de Pierre-Robin, parce que c'est un enchaînement de choses qui se passent dans la vie interutérine et qui occasionnent des décalages divers et variés. Oui, pour parler simplement, c'est des enfants qui ne savent pas téter quand ils naissent. C'est le truc le plus important quand ils naissent, c'est qu'ils ne savent pas se téter, donc ils ne savent pas se nourrir. Donc il y a encore quelques années, une quarantaine d'années, les enfants mouraient pour la plupart, parce qu'on ne savait pas les prendre en charge en fait. Et donc là, c'est des enfants qui ne savent pas téter, dont certains ne savent pas respirer, donc les réflexes les plus fondamentaux, ils ne les ont pas. Parce que la langue ne fonctionne pas correctement, parce que le menton est reculé. Le menton est en arrière, la langue, c'est exactement ça. La langue est en arrière aussi, et puis ces enfants qui sont un petit peu mous, qui manquent de tonus souvent, donc qui peuvent s'étouffer aussi dans les premiers mois de la vie, etc. Donc ils sont très très suivis. Vous découvrez ça à la naissance ? Nous, on découvre ça, je veux dire, avec la maman, là, c'est notre premier enfant, on a 30 ans à l'époque, on tombe des nues, enfin, on découvre ça à la naissance, et puis on... C'est le jour c'est à l'accouchement que les médecins... C'est à l'accouchement, c'est un cri, c'est des enfants qui poussent un cri différent, un cri de chat, comme on dit, très aigu, et donc les sages-femmes le reconnaissent tout de suite. Savent qu'il y a la fente palatine, que... Qui va pas bien, etc. C'est l'indice. Ouais. Un nouveau-né sur 8 ou 10 000. Oui, absolument. Il semble que ça s'accélère un petit peu, donc il doit y avoir des facteurs environnementaux ou autres qui l'expliquent, ouais. Voilà, et donc ça lui a valu 9 opérations tout de même. Donc on a passé beaucoup de temps à l'hôpital au cours de ces premières années. On n'opère pas un bébé trop tôt. Souvent, il faut que ça cicatrise. Et donc il fallait attendre qu'il passe à la cuillère, etc. Donc on a attendu 1 an, puis il a été repéré à 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. Et donc on a passé beaucoup de temps à l'hôpital pour ça, et puis pour tout le suivi d'à côté. Et comme par ailleurs c'est un enfant, et c'est souvent lié, c'est parfois lié, c'est un enfant qui est autiste, on a passé beaucoup de temps dans l'imaginaire, disons, c'est son truc d'évasion à lui. Donc quand on arrivait à l'hôpital, c'était, et pour lui surtout, et un peu pour moi aussi, c'était dur de se dire qu'on arrivait à l'hôpital et qu'on allait y rester 2 semaines. Donc on arrivait à l'hôpital en se disant, on monte sur un paquebot, un bateau, c'est pas un hôpital. Et vous inventiez une histoire. Et puis on se mentait tous les deux, quoi. Et puis on y croyait, dur comme fer, quoi. Les fenêtres d'un hôpital, elles sont souvent un peu floutées ou assez hautes. Donc un enfant voit pas dehors, il voit le ciel, mais c'est tout ce qu'il voit. Donc on peut raconter, inventer en dessous autre chose. Et Anton parle, il dialogue avec vous. Je vous pose la question parce qu'on a accueilli Mintra Nui, qui est journaliste et écrivaine, il y a quelques jours sur ce plateau, qui vient de publier Un enfant sans histoire chez Actes Sud, qui est un très beau livre, sur son premier enfant aussi, qui est autiste, mais alors qu'il, lui, à un moment donné, ils ont dû faire le deuil de toute communication même. Ça, c'est vrai que le spectre de l'autisme est énorme. Lui, il est autiste Asperger, il parle, il est hypersensible, enfin en tout cas, il y a certains sens qui sont très très forts, comme par exemple le bruit notamment, je crois. Le bruit, absolument. En revanche, il a assez peu d'empathie, donc il doit apprendre la compassion, il doit apprendre à se soucier des autres, etc. Bref, donc c'est voilà, mais il parle, il échange, il communique, il va à l'école avec une AVS, une auxiliaire de vie scolaire tous les jours. Il est très suivi, mais je crois qu'il est heureux. C'est comme l'essentiel. Et alors, vous lui inventez des histoires. Et donc, on s'est inventé ce truc-là, ces histoires-là, à l'hôpital. Donc, Aden, l'idée qu'un enfant différent, pour dire les choses de manière très très large, puisse être le héros d'un quatuor d'enfants eux-mêmes orphelins, etc. Ça vient de là, quand même. Ça revanche sur la vie, un peu. C'est-à-dire, c'est lui, l'enfant qui était à l'hôpital, qui voyait pas, qui n'avait pas forcément à ce moment-là de copains, d'amis, etc. Bon, il était un peu déscolarisé. Enfin, c'était compliqué au départ. Puis il est toujours un petit peu dans sa bulle, un peu en marge. Donc voilà, c'est lui le héros. L'autisme, entre guillemets, est un super pouvoir, quoi. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez fort et que je crois on sent dans cette histoire-là. On ne dit jamais que le héros, et je prétends pas que le héros de l'histoire, Aden, soit autiste. Disons qu'il ressent les choses différemment, donc il y a beaucoup de choses qui se rapprochent d'une forme. Il a une capacité à l'évasion. Parfois, il se ferme à ce qui se passe autour. Vous matérialisez ça avec un petit médaillon aussi qui lui permet de partir, de revenir. Mais absolument, exactement. Mais c'est vraiment pas surligné au stabilo-boss, le côté autisme permet. Et les autres enfants, mais comme dans la vraie vie, du reste, ne pointe jamais ça du doigt. C'est-à-dire, il s'étonne pas plus que ça. Il le trouve un peu bizarre, quoi. Il est bizarre, il est marrant, il est différent. Bon, voilà. Mais ça va pas plus loin. Voilà. Et alors, à quel moment vous passez comment ça marche? Vous lui racontez ces histoires? Je sais pas quoi dans je raconte ça au départ à l'hôpital. On rentre avec les histoires. C'est-à-dire dans la voiture, en l'emmenant ou à l'hôpital? À l'hôpital, parce qu'on a passé des heures à, je veux dire, quand on est hospitalisé, c'est long le temps. Et vous faites le papa, comme j'allais dire plein de papas ou de mamans d'ailleurs, qui inventent une histoire. Oui, voilà. On n'en finit pas, juste. C'est exactement ça.
on s'est inventé un feuilleton sans fin qui a duré 2 ans, qui est devenu ensuite Corba, un livre, quoi, enfin une saga de livres, et c'était très important pour moi. L'émotion est importante aussi. Et ça parce que moi c'est quelque chose qui me tient vachement à cœur parce que je trouve dans les dessins animés d'aujourd'hui, dans la BD, les mangas, etc. Bon, qui sont formidables, je sais pas, bon, mais je trouve parfois une forme de rythme, un peu, je vais pas dire d'hystérie, mais enfin de frénésie du moins, tout pour le gag, tout pour la séquence, et que je me souviens, je crois que peut-être vous souvenez aussi, de notre enfance, moi quand je regardais Bambi ou le film L'Ours ou tout un tas de Disney de l'époque, même Le Roi Lion, il se passe du sentiment. Il y a de l'émotion. On a complètement perdu cette émotion. Enfin, je trouve qu'on a complètement perdu cette émotion. Voilà, c'est vrai qu'il y a des moments des regards, de l'amour, des sentiments. Il y a la mort, il y a la trahison. Enfin, il se passe des choses. Je pense qu'un enfant. Quand Jeanne fait du bouche à bouche à Aden sous l'eau, tu te dis est-ce que c'est pour faire de bouche à bouche ou est-ce qu'ils sont amoureux? Je ne te raconte pas, c'est frémissant. Rémi, on va continuer la conversation tout à l'heure. 45% des jeunes sont affectés par l'éco-anxiété dans leur vie quotidienne. C'est un chiffre que je retrouvais. Il vient d'une vaste étude parue dans la revue The Lancet Planetary Health en 2021. Est-ce qu'on peut aussi les mobiliser ou les sensibiliser par la littérature? On va continuer. Je vais vous poser cette question-là juste après, Rémi. Mais nous, on prend des petites pauses récré. C'est trop d'émotions, tout ça. La récré. Ah mais on parle du lundi. Il faut me faire le lancement avec C'est lundi. Emma, avec la voix de Jacques Chirac. Vous avez imité Jacques Chirac tout à l'heure. C'était pas Jacques Chirac? Moi j'ai imité Jacques Chirac. Ah ouais? Moi j'imite jamais Jacques Chirac. Ah, si, Où est-ce que j'imiterai Jacques Chirac, moi? Je ne sais pas imiter Jacques Chirac. Le lundi, c'est parfois dur de reprendre le chemin de l'école. Mais oui. Donc, je donne le lundi, c'est dur. Ah, c'est dur le lundi. Donc, pour mieux faire passer la pilule, j'ai trouvé... Tu me ridiculises devant le monsieur TF1, quoi, c'est pas sympa non plus ton truc. Mais vous l'avez super bien fait. On y va, on l'ai continue. reconnu tout de suite. Alors, c'est dur le lundi. Donc, c'est dur le lundi, mais pour faire passer un petit peu la pilule, j'ai trouvé de quoi vous motiver. Ça vous dit un petit shot de bonne humeur et d'énergie? On prend. Allez, on découvre. Rémi, on y va? Allez, magnifique. Go. Master Kids Africana, it's time to go to school. Wake up, let's go to school, so we never retire. I'll never look my back. Pick up your shoes, pull up your socks and go. Let's go to school, so we never retire. I'll never look my back. Pick up your shoes, pull up your socks and go. Bon, c'est avec ça, vous n'avez pas la pêche, je ne sais pas quoi faire, mais je crois que c'est gagné. C'est gagné. Voilà. C'est qui alors? Que je vous parle un peu de ces enfants. C'est un groupe en réalité. Ils s'appellent les Masaka Kids Africana. Ils sont ougandais et ils nous donnent quand même une immense leçon d'humilité et de courage parce que tous ces enfants ont tous des histoires de vie très dures. Souvent, ils sont orphelins. Ils ont perdu leurs parents à cause de ravages de la guerre, de la famine ou de la maladie. Masaka Kids Africana, c'est donc une maison qui accueille aujourd'hui 25 enfants, leur donne accès à l'éducation, à un toit, à de la nourriture. Et en parallèle, ils chantent et dansent et ça cartonne. Vous pouvez aller découvrir leur album sur toutes les plateformes. Rien que sur Spotify, une de leurs chansons, Love Generation, est à plus de 3 millions d'écoutes. Allez, on finit en musique? Ah oui, forcément, Masaka Kids Africana. Voilà. Allez, ça repart. Génial, merci beaucoup. Vous connaissiez? Pas du tout. Ils sont formidables. Hein? Formidable. Ouais. Et cette maison aussi, mais voilà. Quand vous avez fini Corba, ouais. Vous venez, nous on fait tout. Après, vous pouvez faire une série sur cette école qui a l'air assez géniale avec ses enfants. Rémi Faure, auteur de Corba, on se retrouve. La suite du Grand Oral. Merci Emma. Merci. J'ai cité juste avant la récré un chiffre issu d'une étude parue dans le Lancet. Il y en a d'autres, 75 d'autres chiffres. 75% des jeunes interrogés jugent le futur, je cite, effrayant. 56% estiment que l'humanité est condamnée. Pas moins, je pourrais ajouter cette citation. Elle est extraite d'une tribune publiée dans Le Monde par un collectif de jeunes en cette rentrée. Ce sera bien notre génération qui sera confrontée aux problèmes climatiques, géopolitiques et politiques qui s'annoncent avec force dans un avenir proche. Ces dangers sont parmi les pires que l'histoire ait connus. Alors face à ces avenirs menaçants, comment pouvons-nous ne pas être anxieux? C'est Rémi Faure dans Corba, tétralogie qui pour le moment existe à raison de 3 tomes. C'est pour quand d'ailleurs le 4e? La rentrée prochaine. Non. Faut que j'accélère, si. Mais enfin... Ça prend du temps. Faut l'écrire.
Non, parce que moi j'ai des hypothèses sur la suite. Hein. Ouais. Il y a un énorme suspense. Ouais, je vais pas attendre tout ça. Voilà, vous avez le temps de lire les 3 si vous n'avez pas encore lu. Mais vous verrez, malheureusement, ça vous tiendra pas jusqu'à la rentrée prochaine parce que c'est un page-turner. Il y a du sentiment, vous insistiez là-dessus dans cette série. Il y a des personnages qui à la fois sont des héros, mais des héros avec des fragilités, avec des doutes. Voilà. Il y a quand même cette toile de fond qui renvoie, alors premièrement, aux questions d'environnement. Oui, parce que d'abord, je pense que quelque part, c'est pas le sujet de la saga, mais c'est un décor. Et c'est un moteur de l'histoire quand même. Oui, parce que là, dans la guerre de l'eau, c'est parce qu'un méchant est en train de pomper toute l'eau potable. Oui, voilà. Et de tuer la vie pour un projet personnel. Quoi. Ouais. Voilà, bon. Qui a trait, et puis il y a des mines d'or polluées. Enfin, on retrouve quand même des éléments d'actu. Tout à fait. Non, mais c'est quelque chose qui me. D'ailleurs, qui est là, c'est dans l'air du temps, la guerre de l'eau. Je pense que c'est. On est en plein dedans. Souvent que c'est la guerre du siècle suivant. Ouais. Oui, parce qu'en fait, à la fois pour les émotions, à la fois pour ce que sont ces enfants, leur trait de caractère, etc., à la fois pour le cadre un peu, entre guillemets, géopolitique de ces romans, et donc ce thème de l'écologie, c'est le vrai monde. Et en fait, je crois que le fantastique, la magie, c'est encore mieux quand c'est porté dans un univers, ou porté par des vraies questions, des vraies valeurs. Mais oui, exactement. Dans n'importe quelle saga fantastique, genre dans Le Seigneur des Anneaux, dans Harry Potter, dans plein d'autres, les enfants éprouvent de vraies choses, ou les héros éprouvent de vraies choses. Je vous arrête parce qu'il y a Emma sur le plateau. Elle croit toujours que c'est vrai, Harry Potter. Donc mais c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Faut lui dire, Emma. C'est vrai. Je vais à Poudlard l'année prochaine. C'est pas possible. Je suis jaloux. Je suis terriblement jaloux. Mais effectivement, oui, ça se rattache un petit peu. Il y a la dimension environnement. Oui. Et il y a la dimension politique, je vous cite. Hein. Il y a, donc dans ce Orsov, qui est un méchant, à une zone, il faut écrire un livre, dans un grand livre, chacun doit dire ce qui s'y passe. Et vous dites, la liberté y était décrite dans ce livre, comme c'est le petit livre rouge, quoi, ou Mein Kampf, enfin bref, c'est un truc pas sympa. La liberté y était décrite comme un mirage, le bonheur un dangereux poison, l'amour surtout était interdit. Le soir venu, les brigades sillonnaient la grande rue, entrant au hasard dans les baraquements de fortune pour contrôler la bonne lecture de chacun. Malheur à celui qui s'était assoupi, malheur à celui qui disait autre chose. On voit certaines images en ce moment de ce qui se passe en Russie, suite à l'annonce par Vladimir Poutine de cette mobilisation. On pense à l'Iran avec ses femmes et ses hommes, mais beaucoup ces femmes là qui manifestent suite au décès de l'une d'entre elles parce qu'elle portait pas bien son voile. Enfin, c'est très ancré dans l'actu politique aussi, votre histoire. Très ancré. D'ailleurs, c'est les femmes aussi qui ont de mon rôle, parce que dans ce tome 3 en particulier, c'est d'une jeune fille dont va venir la révolte, qui va avoir le courage d'envoyer le premier signal, le signal que tout le monde attendait pour trouver le courage de se révolter. Donc effectivement, c'est ancré, mais parce que, encore une fois, je pense que les enfants sont tout à fait capables et sans doute désireux de lire des choses qui sont pas hors sol, quoi. Moi, la fiction hors sol, c'est sympa, c'est léger, c'est divertissant. Mais je trouve, ça ne construit pas grand-chose, disons. Donc je trouve intéressant, certes, d'avoir de l'action, hein, c'est un concentré d'action, je crois, mais que cette action ne soit pas gratuite. Les méchants sont méchants, mais il y a toujours, entre guillemets, une bonne raison d'être méchant, si je puis dire. Ils ne sont jamais vraiment méchants. Les enfants ont tous aussi leurs failles. Et c'est ensemble qui sont imbattables, quoi. Oui, et puis de temps en temps ils se trahissent, et alors il faut se pardonner. Absolument. On c'est un soulève petit les manuel de l'abandon, de la trahison, c'est ça. de la déception. Tout le tome 1, c'est pour aller chercher un ami qui a disparu. Ils vont peut-être le retrouver, mais peut-être que cet ami choisira une autre vie que de les rejoindre. Et à ce moment-là, il y a un questionnement. Mais alors, on a fait tout ça pour rien, mais pas du tout. Pas du tout. Ils ont grandi. Ouais, c'est ça. C'est le chemin qui compte. C'est le chemin qui compte, exactement. Vous avez saisi cette occasion terrible de l'existence que d'avoir accompagné un enfant malade à l'hôpital tout le temps pour réaliser un rêve d'écrivain qui vous taraudait depuis longtemps, ou c'est quelque chose qui vous est... Non, c'est quelque chose qui me taraude. Enfin, c'est quelque chose que j'ai fait. Vous aviez en vous. J'ai écrit pour d'autres, pas des romans. Enfin, j'ai écrit pour la télé, voilà, pour le cinéma, d'autres choses pour adultes. J'écris depuis que je suis tout petit. À 8 ans, je me suis souvenu qu'à 8 ans, je mettais des petites histoires d'une page dans la boîte aux lettres de mes voisins, en échange de 5 francs. À l'époque, c'est des francs, donc c'est une pièce de 5 francs. Donc, ils mettaient une pièce de 5 francs dans la boîte aux lettres de mes parents. Et moi, tous les jeudis, je mettais une petite histoire d'une page que j'écrivais à la main. Donc, j'en garde aucune trace, hélas. C'est Rémi Faure. Il a à la fois ce côté comme ça, les très littéraires, des trucs, mais en même temps business. Donc, il a fait une école de commerce et tout. Voilà, c'est les deux à la fois. On retrouve en tout cas toute cette belle richesse dans Corba. Vous restez avec nous si vous voulez bien. On va accueillir Marie-Olivier pour son cours particulier. Remercier Emma, bien évidemment. Cours particulier qui va également nous faire voyager. Marie.
Aujourd'hui, dans le cours particulier de Marie-Olivier, on va parler de Reporters en herbe dans les bidonvilles indiens. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous nous faites une fois de plus voyager. Tout à fait. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une publication un peu particulière à Delhi, la capitale indienne. Balaknama est un mensuel écrit par et pour les enfants des bidonvilles. Peut-être juste un petit rappel, les bidonvilles, c'est considérable en Inde. Oui, tout à fait. C'est vraiment très 35%, fort. je crois, de la population. 35% de la population, selon les dernières données de la Banque mondiale, habite dans les bidonvilles. Et cela touche évidemment de nombreux enfants quand on sait que la moitié de la population indienne a moins de 25 ans. Et bien de ces enfants dans les bidonvilles n'ont absolument pas la possibilité d'aller à l'école. C'est vrai, même si le taux de scolarisation en Inde s'est grandement amélioré ces dernières années, certains enfants des bidonvilles travaillent pour nourrir leur famille, pour pouvoir les aider. Ils n'ont donc pas la chance d'apprendre à lire ou à écrire, alors qu'ils ont pourtant des choses à raconter. Et c'est tout ce que raconte justement Balaknama, ce journal dont vous nous parlez. Et il existe depuis 2003, bientôt 20 ans. Oui, tout à fait. L'idée a émergé dans une réunion de l'ONG Chetna, donc c'est une ONG locale, qui rassemblait des enfants des rues et des bidonvilles. Et à ce moment-là, en fait, les enfants des bidonvilles ont dressé un constat. Ils se sont dit, les gens ne connaissent pas grand-chose de ce qu'on vit, ou des difficultés qu'on rencontre, et pourquoi pas les raconter. Oui, surtout quand on entend parler d'eux dans les médias, c'est pour dire des choses pas très agréables. Oui, c'est ça. C'est parce qu'un délit a été commis par un jeune ou ce genre de choses. Et c'est rarement pour montrer les réalités de la vie quotidienne, voire les bonnes nouvelles qui se passent dans les bidonvilles. Et donc, pendant cette réunion-là, les enfants présents décident de créer leur propre publication, Balaknama, qui signifie la voix des enfants en hindi. Et là, c'est une success story. Oui, vraiment. Ils sont aidés du coup par l'ONG Chetna et il y a un rédacteur en chef qui est un peu plus âgé, les enfants qui s'organisent, donc ils disposent de bureaux très simples à côté des bidonvilles à Delhi où peuvent se tenir des conférences de rédaction et ils peuvent venir rédiger leurs articles. Donc au départ, le journal est publié en hindi sur une base trimestrielle et en fait à partir de 2014, comme ça fonctionne bien, il est publié aussi en anglais et de manière mensuelle et plus de 8000 exemplaires sont tirés chaque mois en anglais et en hindi. Et ils travaillent comme une vraie rédac. Comment ils décident de leur sujet? Oui, c'est ça. En conférence de rédaction, les enfants et le rédacteur en chef, lui-même, qui est ancien enfant des bidonvilles, donc il comprend aussi leur réalité, décident des sujets qui vont être abordés et se répartissent le reportage. Donc ils décident ensemble, ils discutent. Par exemple, ils vont prendre le sujet du travail des enfants, qui est du coup un vrai enjeu dans les bidonvilles. Et les reporters en herbe vont ensuite dans les bidonvilles, qui connaissent mieux que personne, évidemment, mieux que les médias traditionnels, pour rencontrer les personnes et les enfants et les interviewer. Pour faire un journal, il faut quand même savoir écrire, il faut savoir prendre des photos, il faut savoir... Les enfants des bidonvilles qui ne vont pas à l'école, comment font-ils? Alors en fait, ils y arrivent aussi. On appelle les enfants analphabètes reporters. Les reporters batounis, ils sont appelés. Donc comme les autres, ils vont chercher des informations, ils discutent, ils enquêtent, ils sont tout à fait capables de ça. Puis ils racontent ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont trouvé au rédacteur en chef et en fait, ils rédigent ensemble. Alors, vous nous avez déjà fait le coup, merveille de la pédagogie par le faire, ça leur permet d'apprendre à écrire à l'arrivée, j'imagine. Oui, ils apprennent au moins des mots, ils apprennent à écrire éventuellement, en tout cas ça les aide. Il y en a qui apprennent aussi à servir d'un ordinateur, parce qu'ils n'ont pas forcément dans les bidonvilles. Et ils apprennent aussi à croiser les sources, à interviewer, etc. Qui font du bon journalisme. Oui. Est-ce que ces enfants, on sait ce qu'ils... Parce que c'est long, c'est vieux comme programme. Les premiers, ils sont devenus quoi? Alors certains reporters sont devenus à leur tour rédacteurs en chef pour transmettre. Et d'autres, comme Jyoti et Ramchou, ont pu trouver un travail et permettre à leur famille de sortir des bidonvilles, donc d'avoir un toit au-dessus de leur tête, l'accès à l'eau courante. Et ils le disent, le journal a vraiment changé leur vie et ils veulent aujourd'hui transmettre à leur tour. Avec une fierté considérable, qu'ils ont raconté vraiment. cette histoire-là. Exactement. Jyoti le dit. Tout ce que j'écrivais, même si je restais neutre, c'est ce qu'elle dit, et que je ne jugeais pas, c'était vraiment le reflet de notre propre vie. Et en fait, pour ces enfants, la plus grande récompense, c'est d'avoir un impact en faisant sortir de l'ombre les habitants des bidonvilles, et en particulier les enfants. Marie, merci beaucoup. Belle initiative. Magnifique. Formidable, C'est fort. Et avec cet enjeu de l'eau qu'on retrouve, là, pour le coup, vous qui disiez, il faut qu'il y ait des échos dans la vie réelle, il y en a, et ils sont terriblement âpres. Marie, merci beaucoup. Rémi, merci beaucoup, Rémi Ford, de nous avoir accompagnés dans toute cette émission. Corba, c'est le titre de la trilogie. 3e volume, La guerre de l'eau, c'est aux éditions des Arènes. Et ça existe en version audio, avec une ambassadrice extraordinaire. Louane. Qui a eu la gentillesse de lire le tome 1. Et donc elle a fait tous les personnages. Donc elle a fait tous les enfants, les méchants, des animaux, des créatures inventées. Enfin, elle a dû trouver une voix, un ton, un timbre pour chacun. L'île du Mage, c'était le titre du premier. Le Seigneur de la Côte, c'était le deuxième. Le troisième, La guerre de l'eau. Le quatrième qui va sortir dans un an, parce que bon, vous êtes un peu... Je prends du temps, je suis un peu lent. Ouais, c'est ça, désolé. Il s'appellera La Guide et le Feu. Parce qu'on parle... Ah oui, c'est annoncé d'ailleurs à la fin. On parle pour les îles de feu, les îles et la volcaniques. Guide, c'est cette femme dont on croit qu'elle est méchante, mais...
La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, merci. Rémi, merci. Merci aussi à toute l'équipe. Au maquillage, Laure Audemont en régie. Marine Plantec qui a préparé cette émission. Elle a été assistée aujourd'hui par Roxane Sarfati. Au son, Alexis Oustabassidis. À la réalisation, Mani Pezesk. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.